c'est un numéro que j'ai encore chez moi. Pourquoi filmez-vous? J'avoue que je répondrais quelque chose comme je crois que je veux pas le savoir. Voilà. Surtout pas ne savoir pourquoi je le fais. C'est peut-être chez moi la peur de donner trop de raisons aux choses et du coup de plus être dans les choses mais à côté. Il y en a évidemment beaucoup d'horizons très divers qui évoluent un peu, enfin qui changent, qui pourraient presque changer tous les jours. Après, je sais que la naissance de moi, ma passion au cinéma, ça a été très bêtement un film qui s'appelle Stranger Than Paradise de Jarmusch. C'est un peu le moment où moi j'ai décidé à la sortie du film d'abandonner un peu la musique pour passer au cinéma. Et après, il y a des rencontres comme ça. J'ai dû vite passer à Antonioni, à Pasolini, à Dreyer, des espèces de monstres comme ça. Je crois que d'une manière le cinéma d'horreur a beaucoup joué dans ma vie. L'effroi, la terreur. Et pour plein de raisons cinématographiques et hors cinématographiques, je dirais que j'ai quand même une sorte de petite obsession avec Coppola, qui est un cinéaste auquel je pense beaucoup. Globalement, je les aime toutes. Je les aime toutes parce que j'y trouve mon espace partout. J'ai une petite préférence pour la préparation, donc ce qui est genre les 2-3 mois avant le tournage, parce que ça veut dire qu'enfin on y va, c'est-à-dire que c'est un petit peu la fin de la solitude. Il commence à y avoir des collaborateurs, des partenaires, et puis on sait qu'on en a pour un an à travailler. Et on redoute forcément, dans le même ordre d'idée, on redoute forcément un petit peu le mixage, parce qu'il y a quand même un truc du cinéma où on se dit toujours, quand on écrit et que c'est pas génial, on se dit bon, ça va aller avec les acteurs. Quand on tourne et que c'est pas formidable, on se dit bon, on arrangera ça au montage. Quand on monte et que il y a une séquence moyenne, on se dit on verra ça avec le son. Et puis bon, au bout d'un moment, on arrive et on peut plus rien voir, quoi. C'est-à-dire le mixage, c'est juste la fin du film. C'est sa réalité pure. Et ce ne sera ni mieux ni moins bien que ça. Et c'est un moment où il faut accepter que le film, entre guillemets, n'est que ça. Ou est déjà ça, mais bon. Donc on le redoute toujours un petit peu ce moment. Enfin moi en tout cas. Non, il y a une dégradation parce que je pense que quand on commence un projet, quand on commence à prendre des notes, on se dit qu'on va faire un grand film. Parce que tout d'un coup on est traversé par une idée, on est traversé par quelque chose. Et puis après on commence à écrire un scénario, on se dit bon, c'est peut-être pas si génial. Et puis après on a des problèmes parce qu'on travaille. Enfin personnellement je travaille dans une forme de cinéma qui est compliquée à faire, qui est souvent sous-financée. Bon. Après, ce que j'ai appris à faire, c'est à accepter le réel. Et donc de là vient l'enrichissement. C'est-à-dire, d'accord, c'est pas ça que je voulais faire, mais plutôt que d'essayer de lutter pour être quand même au final un peu en dessous, je vais juste essayer de faire un tout petit peu autre chose. Donc d'accepter la réalité. Et là, donc du coup, il y a une idée d'enrichissement qui va... Donc c'est un peu un mélange des deux, quoi. C'est une forme de dégradation et d'enrichissement. Mais pour ça, je crois qu'il faut arriver à être à chaque instant, et c'est un peu compliqué, hein, mais hyper lucide, et à la fois ne pas abandonner ce qu'on avait en tête au départ, parce que c'est ça qui est le moteur le plus puissant dans les moments un peu compliqués, et à la fois abandonner les idées de base pour accepter celles qui arrivent au fur et à mesure de la fabrication du film. Autour de la guerre, par exemple De la guerre, c'est un peu pareil, hein. D'abord, on a eu des petites déconvenues financières, donc j'ai dû revoir beaucoup de choses à la baisse. Après, il y a des choses très... Je prends un exemple très simple, hein, très bête, mais je voulais, par rapport au sujet du film, un film ultra solaire. Je fais tout pour tourner juin-juillet, et sur 37 jours de tournage, il y a 34 jours de pluie. Bon, bah, c'est pas juste l'image qui change, c'est toute une ambiance du film qui change, qui devient beaucoup plus mélancolique, et c'est à moi de m'adapter à ça. Enfin, bon. Et des choses comme ça, il y en a tout le temps. Et c'est ça le principe de réalité. Mais évidemment, De la guerre est un film que... c'est pas le film que je voulais faire,
mais je revendique sa finalité comme étant celle-ci parce que je sais par quoi je suis passé et pourquoi il est comme ça. D'ailleurs, moi je suis toujours très surpris des cinéastes qui disent en promotion par exemple je voulais faire un film qui racontait ça, ça, ça. Moi je peux pas dire ça, moi je peux juste dire voilà pourquoi le film raconte ça. Voilà comment on en est arrivé là. Et voilà pas ce que et non pas voilà ce que je voulais faire. Voilà ce que j'ai fait et pourquoi on en est arrivé là. Le chemin, le comment, peut-être le pourquoi. Oui, c'est le chemin, il est fondamental, à moins d'être dans une logique financière où on peut absolument faire et refaire comme pouvaient l'être Chaplin ou Kubrick ou des gens comme ça qui à un moment ne lâchent pas. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Voilà. Ne serait-ce que même les décors, la lumière, les choses. La durée limitée du tournage, de toute façon. Évidemment, il y a une espèce de contrainte, mais qui est bonne, hein, la contrainte financière, parce qu'on peut, sans contrainte, on peut devenir dingue. Surtout dans le cinéma, je reprends l'exemple de Coppola, qui à un moment où il a eu des drames sur Apocalypse Now, qui étaient des drames financiers, plutôt que de dire ce qu'on fait tous, accélérons parce que le film est en train de se casser la gueule et je ne sais pas si je vais pouvoir le terminer, dire ralentissons. Parce que alors, tant qu'avoir un désastre financier, autant faire un chef-d'œuvre. Bon voilà, mais qui sont les gens qui sont capables de supporter sur leurs épaules une telle décision voilà. Moi je passe beaucoup par la musique pour plein de choses, même pour la direction d'acteurs. Je fais écouter beaucoup de musique aux comédiens, je leur fais des compilations que je leur donne, que je leur demande d'écouter tout le temps. J'arrive à concevoir aussi des séquences un peu comme des micro-mouvements à l'intérieur d'un grand mouvement. Enfin bon, mais parce que j'ai su lire la musique ou faire de la musique avant de savoir lire les lettres, par exemple. Donc c'est assez simple pour moi. Voilà. Vous l'avez fait écouter parfois pendant la maîtrise de vue, non? Ben, sur ce film, oui. Et là, sur ce film-là, car non seulement on l'a fait écouter, mais on l'a filmé, par exemple, c'est un film où j'ai pris un parti pris que j'aime bien, que je referais, de ne pas avoir de musique de film. C'est-à-dire que toute la musique qui est dans le film vient de l'intérieur des scènes. C'est toujours un comédien, enfin un personnage qui joue, un personnage qui met un disque. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de score en fait. Donc il n'y a pas que le spectateur qui entend la musique, il y a aussi les personnages. Alors, le mixage des différents sons se fait en direct En direct, ouais, c'est un peu casse-gueule. Mais on travaille beaucoup du coup en prise de son sur la spatialisation, etc. C'est pas du tout il y a l'image qui est là et puis le son qui vient se caler. Non, c'est vraiment de l'intérieur. Et j'aime bien cette idée que les personnages aussi sont submergés par la musique. L'évolution économique, je vois pas tellement ce qui va pouvoir enrayer le fait que il y a une scission de plus en plus forte entre les petits et les gros. Il court en ce moment un rapport depuis un an sur justement le cinéma du milieu, le Club des 13, qui serait un cinéma censé un peu faire tenir tout Paris debout, comme la classe moyenne. Bon. C'est un cinéma dont tous les cinémas ont besoin, ça c'est clair. Donc voilà, moi mon dernier film remonte à 5 ans, et j'ai vu en 5 ans la dégradation quand même. Les difficultés, la dégradation financière, les conditions de travail, puis c'est une chaîne, hein, c'est-à-dire ça touche les exploitants, les critiques, les spectateurs, enfin, etc. Les conditions d'exposition du film. Les conditions d'exposition. Je pense que la production, c'est pas un si gros problème que ça. On arrivera toujours à produire des films. Après, j'en reviens à votre deuxième question, l'évolution technologique. Mais le problème, c'est pas la production, c'est la monstration. C'est-à-dire, et je crois qu'aujourd'hui, un cinéaste, ou un artiste d'ailleurs, un écrivain, un musicien, etc., il y a un temps où il se posait juste la question de quoi faire, et maintenant il doit se poser la question de quoi faire et de quoi en faire. Ou montrer comment, pourquoi, à qui. Enfin, ce sont des choses qui doivent être intégrées très très tôt dans la fabrication des choses. C'est pas très agréable, mais c'est vraiment une réalité. Et l'évolution technologique, encore une fois, il y a deux choses. Il y a la fabrication. Alors maintenant, on voit que depuis une dizaine d'années, la vidéo fonctionne extrêmement bien. Sur le public aussi, ils ne font plus de différence. Enfin, je ne dis pas qu'ils ne voient pas la différence, mais ça ne gêne plus du tout. Des films qui ont maintenant la Palme d'Or sont faits avec des petites DV, enfin, etc. Bon, voilà. L'image
du spectateur. En plus, il faut se rendre compte que ce sont des gens qui regardent la télé, par exemple. Sur TF1, sur France 2, ils sont habitués à voir des reportages floutés, sous-titrés, parce qu'on n'entend rien, et ils regardent ça. Donc l'idée d'une image belle, etc., n'a plus tellement un sens. On est capable, et même on aime bien regarder une image qui n'est pas belle, parce qu'elle nous rapproche de notre propre sensation. Donc voilà, la production en numérique, elle est maintenant, c'est très simple. Elle fonctionne par rapport au regard des gens. L'autre grande question, ça va être la distribution numérique. Bon, on en parle depuis quelques années. Ça ne vient pas encore vraiment. Quand ça va arriver, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va bouleverser? C'est certain que quand on sait qu'une copie coûte plusieurs milliers d'euros et que là, elle ne coûtera rien, ça va... Voilà.